Merci à Tech pour ton don. Pour te remercier, Titan AE. Ok. Je remercie encore plus Tech pour me donner l'occasion de parler d'un de mes réalisateurs préférés, Don Bluth. Don Bluth est un ancien animateur des célèbres studios Disney. Il a travaillé sur Robin des Bois, Bernard et Bianca, Rox et Rookie, Peter Aïeul le Dragon, et a même réalisé son propre court-métrage, Le Petit Âne de Bethléem, que je vous conseille grandement. En 1982, après avoir quitté Disney avec 2 de ses potes pour créer son propre studio, il réalise l'un des meilleurs films d'animation de tous les temps, Brisby et le secret de Nîmes. Un film pour enfants avec des souris toutes mignonnes, des monstres terrifiants, des morts, des expérimentations génétiques horrifiantes et un gosse malade. Mais tout finit bien à la fin. Plus sérieusement, ce film marque le style que Don Bluth conservera pour ses premiers films. Un film pour enfants, sombre, faisant peur aux enfants, qui du coup les aimeront encore plus, car cette peur et ce drame les transporteront encore plus dans l'histoire de ce film, et n'en seront qu'encore plus satisfaits par la fin heureuse. Après avoir réalisé les cinématiques des jeux vidéo films interactifs Dragon's Lair et Space Ace, il se fait remarquer par ni plus ni moins que Steven Spielberg, qui a produit son second long métrage Fievel et le Nouveau Monde, un autre grand film d'animation. Ensuite, Lucas les a rejoints pour Le Petit Dinosaure et La Vallée des Merveilles. Spielberg et Lucas laissèrent ensuite Bluth pour son 4e film, Charlie, qui est tout aussi excellent, mais qui s'est fait marver la tronche au box-office par ni plus ni moins que La Petite Sirène. C'est pas malin de sortir le film à la même période. C'est à partir de là que la carrière de Don Bluth a rencontré quelques difficultés, proposant des films de moins bonne qualité en termes d'histoire et même parfois d'animation. Après avoir fait 3 films pour la Warner Bros, notamment Pousselina, un film que personnellement je déteste, mais qu'en y repensant, il est beaucoup plus malin qu'il n'en a l'air. Il va ensuite à la Fox pour faire l'ambitieux mais controversé Anastasia. Un film imparfait, mais dans l'ensemble d'excellente qualité, surtout pour son ambition en termes d'animation et ses chansons. Enfin, certaines chansons, bof. Mais le film fut tout de même très critiqué pour son interprétation de l'histoire de la Révolution russe et du destin d'Anastasia. C'est un film, pas un cours d'histoire. Je dis peut-être ça parce que je suis fan d'une série où Vincent Van Gogh s'associe à un alien pour combattre un poulet géant invisible, mais un film n'a pas besoin d'être véridique historiquement. Il doit avoir une bonne histoire et c'est tout. Surtout quand le film se vend comme une adaptation d'une légende urbaine, disant qu'Anastasia aurait survécu à la Révolution. Alors que probablement pas. Par contre, pour Rasputin, même historiquement, je ne vois pas le problème avec comment il est montré dans le film. Faites une recherche Wikipédia pour voir comment le vrai Rasputin est mort. Vous allez comprendre comment on peut le voir comme un sorcier zombie au pouvoir maléfique. Et vous allez aussi beaucoup rire parce que la vache... En tout cas, le succès fut au rendez-vous et il put commencer à travailler sur son projet final, après un film Bartok direct en DVD pour je ne sais quelle raison, Titan AE. Et il aurait peut-être dû s'arrêter à Anastasia en y repensant. Le film se passe dans le futur. L'humanité est attaquée par une race alien appelée Dredge, qui finit par détruire la Terre dans une très chouette séquence spectaculaire. Des années plus tard, nous retrouvons Cale, joué par Matt Damon, un produit typique du rock rebelle et cool des années 2000. Au 4e millénaire. Ça, c'est du rétro. Il est retrouvé par le capitaine Corso, joué par Bill Pullman, qui lui révèle que son père lui a confié la carte qui l'amènera à un vaisseau humain pouvant créer une toute nouvelle planète pour accueillir l'humanité, désormais vagabonde et en voie d'extinction. Avec la jolie et forte Akima, jouée par Drew Barrymore, l'opportuniste salopard Preed, joué par Timon lui-même Nathan Lane, le scientifique dérangé Goon, joué par John Leguizamo, et la caractérielle Stitz, jouée par Colette de Ratatouille, Janan Garofalo, ils partent pour une aventure où ils rencontreront d'étranges horizons, de mystérieuses créatures et affronteront les Dredge et surtout leurs profits personnels. Comme Atlantide l'Empire perdu, j'adorais ce film quand j'étais gosse, mais maintenant j'y vois pas mal d'imperfections. Et je veux dire encore plus que dans Atlantide. Le film est bien animé, les personnages sont sympas, mais l'écriture et l'interprétation sont forcés. Voyez-vous, ce film se vendait comme un film d'animation cool et mature, mais genre plus que pour La Planète au Trésor. Tu as du rock à la mode, des personnages pas vraiment héroïques et tatoués, du sexe, salut qui m'a à poil pendant une microseconde, et même du sang et des morts. Mais le problème c'est que Don Bluth est un petit peu trop habitué aux films pour enfants. Du coup, quand il essaye de se la jouer adulte, il fait limite gosse de 8 ans qui essaye d'être mature. Et c'est très embarrassant et peu convaincant. Le film a été écrit par Joss Whedon, et ça se sent au vu de certains gags. Mais le reste est pas vraiment naturel. Qu'est-ce que vous faites? On appelle ça un coup de main. Ah oui? Et pourquoi vous faites ça? Il arrive parfois que les gens s'entraident, mon garçon. Ah oui, d'accord. Et vous allez me dire que vous n'attendez rien de moi en échange?
Bah, Oui, peut-être que si. tu m'étonnes. Je ne sais pas si c'est l'animation des personnages, l'interprétation qui n'est pas mieux en VO, ou le dialogue lui-même, mais ça ne fait pas du tout naturel. Et un autre truc que j'ai remarqué, c'est la mise en scène qui est très limitée. C'est un truc qu'on peut reprocher à pas mal de films de Don Bluth. Il oublie de faire certains plans nécessaires pour perfectionner l'émotion d'une scène. Ce sont essentiellement des plans fixes, avec des petits travelling par moment, et quand il essaye de faire un plan plus ambitieux, en incrustant les personnages 2D dans un décor 3D, tu vois la supercherie, que ce soit les personnages pas trop raccord avec le reste de l'image, ou la fluidité des mouvements clairement différents du reste du film. Un coup ils augmentent les FPS, un coup ils les réduisent, et d'autres fois les FPS varient dans le même plan. Au bout d'un moment on fait avec, ouais, mais le film est quand même sorti 5 ans après Le Roi Lion, un film avec une superbe mise en scène et des mouvements de caméra ambitieux malgré le fait que ce soit animé. Les acteurs, surtout en VO, ne sont pas du tout convaincants. Je dirais bien que c'est à cause du fait que ce ne sont pas des acteurs spécialisés dans le doublage, et donc ils n'arrivent pas à donner autant de réel à leur dialogue que d'autres doubleurs professionnels, mais Anastasia aussi avait des acteurs non spécialisés au doublage et s'en sortait à merveille. Excepté Christopher Lloyd, mais bon. Et l'histoire n'est pas mieux. Autant la promesse et les personnages sont cool, autant l'écriture est souvent bâclée. Le meilleur exemple étant la romance entre Kale et Akima, qui passe sans transition d'un « je peux pas te saquer mais je vais quand même t'aider » à « j'hésite à te demander de coucher avec moi mais on a clairement envie tous les deux ». Il y a une séquence dans une colonie vagabonde, un passage avec un beau potentiel pour changer la vision de Kale sur l'humanité et de développer sa romance avec Akima, mais au final on a juste une ado qui raconte sa vie de famille de footballeur. Et un montage des années 80 sur la colonie qui les aide à construire un vaisseau pour retourner à l'action. Juste faible. Mais le pire, c'est Corso. Pendant une bonne moitié du film, il fait le capitaine cool, chaleureux, amusant mais qu'il faut pas chercher, genre le capitaine Malcolm Reynolds dans Firefly, mais tout d'un coup, une scène arrive où il devient totalement méchant, et le Corso d'il y a quelques minutes n'existe plus. Je veux bien qu'on révèle qu'il travaille pour les Dredge, mais vous auriez pu le faire sans pour autant changer tout son personnage. Il va jusqu'à frapper des membres de son équipe maintenant. C'est con parce qu'on aurait pu donner plus de dimension au personnage en le gardant aussi sympathique et chaleureux tout en en faisant un adversaire, montrant que c'est un bon gars réduit à faire de mauvaises choses, ou de montrer clairement que son côté sympathique est une façade, genre comme avec Hans dans La Reine des Neiges, et après il explique qu'il est méchant parce qu'il a compris qu'on peut pas battre les Dredge, et la scène suivante, d'un coup il redevient gentil. Ils ne sont peut-être pas si invincibles que ça. Et il va même jusqu'à se sacrifier pour sauver l'humanité. Il est tellement inconsistant et c'est dommage car il aurait facilement été l'un des meilleurs personnages du film. Et au final, c'est le plus bâclé. Kale est un personnage assez limité. C'est un jeune adulte rebelle qui a des problèmes avec son père, qui découvre la bonté de l'humanité, blablabla. Akima est un personnage très cool. On voit qu'elle a été écrite par Joss Whedon car c'est typiquement son genre de femme. Forte, drôle, mais sachant faire preuve de bonté, de douceur et d'humour. Et même si je me suis moqué de la scène de nu un peu gratuite, c'était une bonne revanche après qu'elle ait vu Kale nu. Pourquoi est-ce que je suis tout nu? Aussi, je sais pas pourquoi, mais Kale et Akima ont exactement la même coupe que George et Nico dans Les Chevaliers de Baphomet. Marrant. Le reste de l'équipe est cool, en particulier Pride qui a un côté sophistiqué et barbare à la fois, et j'adore sa façon de bouger et de parler. Goon a quelques moments marrants, et Stitch est cool en plus d'avoir une démarche amusante. Et je viens de remarquer que les femmes sont plus badass que les mecs dans cette équipe. Les Dredge sont des méchants assez vides, mais c'est pardonnable par le fait que l'histoire se concentre avant tout sur l'équipe de Kale, et on accepte qu'ils restent en tant que fonction et que leur personnalité reste imperceptible. Et l'humour, bien qu'elle est parfois forcée, le style Whedonien marche à pas mal de moments. Ma scène préférée est quand ils essayent de berner un garde en se faisant passer pour un marchand d'esclaves. Mais, à la surprise de tout le monde, le garde en question est intelligent. Humour. Il n'est pas esclave et tu n'es pas commerçant. Il ressemble à tout sauf à un esclave. Regardez comment il se tient. Ça doit être un ancien militaire. Les Acréniens menacent toujours avant de demander. C'est une tradition chez eux. Et vos tuniques sont faites avec des couvertures. Juste une question. Est-ce qu'on a prévu autre chose? Un garde intelligent. Ça, je l'avais pas vu venir. Le film fut un échec commercial et même au-delà de la qualité du film, je le comprends tout à fait. C'était la même année qu'est sorti Toy Story 2, Dinosaur et Pokémon 2 pour les gosses, et les adultes avaient X-Men, Mission Impossible 2, Gladiator et bien d'autres films plus cool qu'un dessin animé se croyant cool. C'était très risqué de la part de Fox de miser tant de pognon sur ce film, et je respecte ça, et en termes d'animation, ça a bien payé car le film claque visuellement, que ce soit l'animation à la main ou l'image de synthèse,
Mais dans cette partie du globe où l'animation est généralement vue comme un truc pour bébé, et le film s'adressant clairement à un public plus âgé, il est normal qu'il n'ait pas trouvé son public. Moi-même, si je n'avais pas vu la baie au hasard en allant voir Toy Story 2, je n'aurais probablement jamais vu ce film. Mais je vous conseille quand même d'y jeter un œil. Don Bluth aurait peut-être dû s'arrêter sur Anastasia, qui était bien plus complet et maîtrisé, mais il est clairement allé à fond dans son film. Et il y a pas mal de bons moments, notamment la course-poursuite dans la ceinture de glace, qui est bien menée. C'est raté sur pas mal de points, mais ça part d'une excellente attention qui mérite d'être saluée. Et puis, j'ai vu pire comme dernier film d'un réal talentueux.